Salutations aux distingués ambassadeurs de France en Amérique centrale, ainsi qu'à tous les collègues recteurs du SUCA et autres participants ou autres représentants des universités présents ici, tant de la France comme de l'Amérique centrale. Mon sujet, c'est défis et priorités de l'université de l'éducation supérieure dominicaine. Tout d'abord, je voudrais faire une brève présentation de la situation du pays. La République dominicaine est une des économies de plus rapide croissance en Amérique pendant les 10 dernières années en Amérique centrale. Chez nous, on dit que c'est l'économie de l'Amérique latine qui est la plus croissante. Nous avons 10,6 millions d'habitants en République dominicaine et 1,5 million de Dominicains qui habitent aux États-Unis et une partie importante en Europe. Le produit interne brut chez moi, c'est de l'ordre de 67 000 millions. Une croissance soutenue du produit interne brut pendant les dernières années de 7,0. Un taux d'inflation de l'ordre de 0,8%. Nous avons une localisation privilégiée aux Caraïbes. N'oubliez pas que nous avons été le siège des premiers établissements des Espagnols en Amérique. Tant dans les îles qu'au continent. On a eu la première université autonome, la première université de Saint-Domingue qui a été fondée par les Dominicains en 1538. Et après la première audience, la première cathédrale, c'est-à-dire on est premier dans pas mal de domaines. Peu de temps plus tard, les conquérants ont migré sur le continent et là, d'autres pays énormes se sont développés, comme c'est le cas du Mexique, en fait tout le continent sud-américain et centra-américain. Voici une photo de Saint-Domingue, la ville de Saint-Domingue. Situation de l'éducation supérieure en République dominicaine, à la République dominicaine. Nous avons un enregistrement universitaire d'environ 400 000 étudiants, un petit peu plus. Le nombre d'institutions d'éducation supérieure, 48. Nous avons une situation similaire à celle de Nicaragua que le recteur vient d'expliquer. Et près du Honduras, vous avez la situation que nous avons. Nous avons 5 institutions d'éducation publique. L'Université autonome de Saint-Domingue, l'université publique, et il y a 2 ou 3 autres universités des forces armées, de la police nationale et de l'armée. Ce sont des diplômes de licence en sciences militaires. Et nous avons une école importante à l'Institut d'éducation qui a environ 10 000 étudiants. Toutes ces institutions sont réglées par le ministère de l'Éducation supérieure. Nous avons un ministère de l'Éducation générale, l'éducation primaire, base et moyenne, et nous avons un ministère d'éducation supérieure qui règle qui surveille tout le système, qui s'occupe de tout le système de l'éducation supérieure. Seulement l'Université autonome de Saint-Domingue a 50% de l'enregistrement, c'est-à-dire nous avons environ 215 000 étudiants universitaires et post-universitaires. C'est une macro-université et en proportion, c'est une des universités les plus nombreuses du continent américain. L'UNAM, par exemple, a 340 000 étudiants, un petit peu plus. Et l'Université de Buenos Aires, on laisse le même nombre, mais ce sont des pays énormes. Donc nous avons cette particularité. L'Université nationale a un siège avec 100 000 étudiants environ et 19 établissements universitaires entre centres, sous-centres distribués tout au long de la géographie nationale. Nous avons 9 facultés qui enseignent les carrières traditionnelles, la faculté de sciences, faculté d'humanité, sciences économiques et sociales, sciences juridiques et politiques, ingénierie, architecture, santé, art, agronomie et vétérinaire et éducation.
Alors, c'est l'auditorium que nous avons avec une capacité pour 1200 personnes. Auditoire très beau, construit lors de la dictature de M. Trujillo. La ville universitaire est précieuse. Il y a presque plus d'espace pour construction, mais c'est une ville très belle. Elle a été construite en 1955 comme Morales, vers la fin de la période d'un dictateur, Trujillo, qui a été au gouvernement de 1930 à 1961. Et lui, il était le propriétaire du pays, en pratique. Nous offrons 110 diplômes. Parmi eux, on offre des carrières de base que seulement l'Université autonome de Saint-Domingue et qui sont stratégiques, telles que au domaine des sciences physiques, mathématiques, biologie, chimie, géographie, microbiologie, sociologie, philosophie, statistiques, qui ne sont offertes que dans notre université. Ce sont des carrières stratégiques. Notre infrastructure de premier niveau, tant au siège central qu'au centre situé à l'intérieur. Ce travail a été magnifique et il a été fait dans les 3 gouvernements ou 3 administrations de M. Leonel Fernandez. 86% de nos étudiants proviennent de centres publics et centres d'éducation publique. Important de signaler ceci, les lycées publics, nous recevons les étudiants des lycées publics. Ils ont une formation primaire et secondaire de bas niveau et nous devons nous avons cette situation parce que les autres vont aux universités privées. Nous avons 3-4 universités élites. Et parmi eux, l'Institut technologique de Saint-Domingue, qui ne peut pas avoir plus de 5000 étudiants, mais ce sont des étudiants élites avec un très haut niveau dans le domaine d'ingénierie et de technologie. Mais nous avons une puissante université privée, mais catholique, épiscopale, créée dans les années 1960 et quelques par l'Église catholique. C'est une université d'élite qui s'appelle Pontificia Universidad Católica de Saint-Domingue. Et nous avons d'autres universités, petites universités, mais d'élite, qui offrent des carrières traditionnelles. Une autre particularité, 70% des étudiants qui étudient l'éducation sont enregistrés à l'Université autonome de Saint-Domingue, environ 24 000 étudiants. C'est-à-dire nous avons la formation des professeurs qui vont au lycée public, aux écoles, au niveau de basse et moyen. Il est important de souligner ceci parce que 4% du produit interne brut, une loi du secteur de l'éducation, le gouvernement, l'administration de Danilo Medina l'a appliqué et il y a un investissement de 129 000 millions de pesos pour l'éducation primaire et secondaire. Et nous formons 70% de ces profs qui vont aux salles de classe des lycées publics et écoles publiques. Priorité de notre université. Je parle plus de l'université parce que je fais partie du SUCA pour que vous connaissiez un peu notre situation. Quoique on est loin, mais Don Juan Alfonso, combien d'années d'existence à l'Université de Saint-Domingue qui fait partie de SUCA, de la République dominicaine? Financement du budget. Le grand défi que nous avons actuellement, demain, le Conseil des ministres dont je devrais faire partie, mais je dû venir ici comme président du SUCA, mais le budget pour l'éducation supérieure sera décidé demain. Le budget de l'éducation supérieure générale est de 11 000 millions de pesos. Et l'université d'État publique reçoit 7 000 millions de pesos. Le reste va au ministère de l'Éducation supérieure, qui a un budget d'environ 3 000 millions et un peu d'aide que l'État attribue aux universités d'État. Quoique la Constitution établit que c'est obligatoire uniquement pour les universités publiques gratuites.
Et je veux aussi me référer, je veux dire aussi que nous appuyons sur deux lois. Je crois qu'au Honduras et au Nicaragua, c'est similaire. La loi 5778 qui a été votée par l'ancien président en début de 1961. La loi d'autonomie qui établit 5% du budget national de la nation attribué à la seule université qui existait à cette époque, l'Université autonome de Saint-Domingue. À l'époque, l'Université de Saint-Domingue. Et nous sommes protégés par la loi qui a créé le ministère de l'Éducation supérieure et qui est dirigé par la 13901 qui dit que du financement, 5% sera du budget de la nation de la loi de dépenses publiques sera attribué aux universités publiques et un montant et ça est en contravention de la Constitution, mais ça pour les universités privées. On aurait plus ou moins ce qu'on a calculé qui pourrait nous appartenir plus de 20 000 millions de pesos dominicains. Et le taux, c'est 46 pesos et $1. $1 vaut 46 pesos. Alors qu'on en a calculé plus ou moins. C'est bon que vous sachiez que malgré cette énorme population que nous avons et cette responsabilité d'une université nationale, nous avons, et il faut le dire, le budget attribué à l'université autonome plus bas de toutes les universités du monde, le plus bas de toutes les universités de l'Amérique centrale et d'Amérique latine. Cette lutte, on entame cette lutte. Demain, les professeurs de l'université, et moi je prie à ce que rien ne se passe, ils vont aller aux places pour demander, réclamer le budget juste. Notre consigne actuellement, c'est juste ce qui est juste pour l'université. On ne peut pas plus avancer avec 7 000 millions de pesos, avec une population qui s'est agrandie énormément, au moins lors de ma gestion, mon administration. C'est une gestion de paix et de tranquillité qui a permis la permanence systématique des études universitaires. Nous avons aussi un compromis avec le gouvernement. Peu avant la réélection du président, M. Danilo Medina, c'est sa deuxième administration, il s'est instauré le 16 août. Nous avons un dialogue permanent. C'est la première fois que ça nous arrive. Dans ce dialogue, le gouvernement exige qualité, pertinence de l'éducation supérieure et notamment collaboration avec les plans de développement de l'État. À ce moment-là, nous sommes engagés pour collaborer avec le gouvernement. Et c'est quelque chose que l'université doit faire. Les universités, ce sont des entités privilégiées de développement qui doivent participer, comme tous les intervenants l'ont dit, dans les plans pour contribuer au développement durable de la nation dans tous les domaines. Actuellement, on collabore énormément avec notre puissante faculté des sciences agronomiques et vétérinaires dans les plans de développement, notamment pour la sécurité alimentaire. La République dominicaine est un pays agricole et nous pouvons vivre de notre terre et de notre produit. Lié avec les entreprises. On a fait un effort. L'université a été un peu isolée, considérant qu'on pouvait faire la révolution de l'intérieur. Un État à l'intérieur de l'État, ça a été aux années 70. Actuellement, les doyens, les directeurs d'école sont conscients à ce que tous les programmes que nous avons doivent correspondre aux besoins de la nation dans tous les domaines. Il y a un effort extraordinaire. Pas suffisant pour l'instant, mais avec les entrepreneurs et la force productive de la nation. Priorisation de la carrière technique supérieure.
Nous nous sommes rendus compte, quand j'ai dit aux doyens, je suis humanité, moi j'ai une formation humanistique en langue et littérature, mais comme j'ai été dans la gestion universitaire les 40 dernières années, dans tous les postes de direction, directeur d'école, doyen, vice-recteur, enseignant, et moi qui ne viens pas du domaine technologique ou ingénierie, je suis parvenu à convaincre les doyens d'ingénierie et de sciences que nous devons nous mener faire partie de ces carrières courtes. On doit offrir ceci. Nous avons fait une énorme quantité d'offres à l'État en ce qui concerne les carrières courtes. À quoi bon former des ingénieurs civils qui ne vont jamais travailler, qui ne vont jamais construire? Si on ne peut pas former des ingénieurs sanitaires, on pourrait former techniciens d'installation sanitaire parce que chaque résidence, chaque ressort, chaque hôtel, et ils ont besoin des plombiers, mais disons plombiers, nommons-les techniciens des installations sanitaires ou techniciens des installations électriques. Tout le monde a besoin d'un électricien, d'un plombier, mais qu'est-ce qui pourrait se passer une fois que quelqu'un a cette formation humanistique de culture générale? Ce plombier ne va plus avoir 2 femmes, 3 femmes, et ils ne vont pas avoir 5 bouteilles de rhum. Ils vont avoir une formation et ils vont mieux agir. Nous voulons faire cela, de créer des carrières courtes, notamment surtout aux régions où il y a des possibilités de travail. Le problème des jeunes, c'est de trouver un travail, un emploi. Ça, c'est le grand défi qu'ils ont. Carte jaune, il me reste 1 minute. J'aurais bien aimé vous parler de l'internationalisation et mobilité des étudiants et des professeurs. Mais comme les ambassadeurs de France sont ici, je veux dire que à bonne période, au siècle dernier, le bloc communiste était là, on avait une coopération avec des universités françaises extraordinaires. En étant directeur de l'école de langue, je suis arrivé à gérer 3 accords. Un accord qui a duré presque 12 ans avec l'université Paris 25, Paris 8, qui a cessé dans ma gestion parce qu'à cause de manque de ressources, je pourrais expliquer l'accord très intéressant pour la France et pour nous. Et nous avons eu aussi autour de 10 ans des accords de coopération avec l'université Antilles-Guyane, de laquelle nous recevons beaucoup de bénéfices. Et actuellement, on a relancé un peu les relations avec la France. Ici, monsieur de l'Institut national des sciences exactes, monsieur Eduardo Sosa, est présent ici. Il peut porter témoignage d'un accord que nous avons avec cet institut, avec 3 ingénieurs que nous avons dans différents domaines: chimie, génie civil et électromécanique. Et ils suivent des niveaux de master versus le doctorat. Et ça, c'est le défi que nous avons. On souhaiterait avoir un peu plus de collaboration avec les Français, notamment parce que je suis un recteur francophone. Mais l'explication reçue que l'ambassade de France m'a donnée, c'est qu'après la chute du mur de Berlin, presque tous les accords de collaboration ont été donnés aux pays de l'Est. Et il y a une réduction de l'autre côté. Ma génération, je fais partie de ces personnes qui a bénéficié de bourses qui couvrent presque tout, même pour voyager, à l'époque des bons temps. Et ce sont les défis que nous avions. Le problème de l'accréditation. Nous avons reçu une accréditation internationale d'une entreprise accréditée de Mexique, je ne me souviens pas le nom, mais le défi que nous avons maintenant, c'est accréditer nos carrières, notamment les carrières de sciences de la santé, des ingénieries qui concernent la sécurité de la vie des gens et évidemment agronomie et vétérinaire. C'est un domaine prioritaire pour la République dominicaine parce que nous sommes un pays particulièrement agricole. Renforcement de la recherche dans
dans les domaines prioritaires et pertinents. Sécurité alimentaire qui est essentielle pour nous du point de vue stratégique. Si les puissances vont à la guerre, nous avons la terre. Nous avons la terre pour cultiver et pour la développer. C'est pour ça que nous devons avoir une bonne formation dans le domaine de l'agronomie, des agronomes, des vétérinaires, des sujets comme le changement climatique, risque de désastre qui sont des priorités pour nous, et surtout un énorme défi que nous avons au manque de ressources, le renouvellement total et modernisation des laboratoires cliniques. Et personnellement, je crois que ça où on peut avoir un apprentissage plus efficace. Découvrez la République dominicaine. Ce serait bon que vous puissiez visiter la République dominicaine. Presque tous les recteurs veulent aller à Punta Cana. Vous avez entendu parler de Punta Cana. Il y a des grands ressorts qui sont situés à l'est du pays. Et voici notre consigne dans la lutte pour le budget, ce qui est juste pour l'université. Merci beaucoup. Buenas tardes, bon après-midi. J'ai le plaisir de reprendre la parole en face de vous avec quelques précautions oratoires et quelques préliminaires. Je ne suis pas ambassadeur de France en République dominicaine, et je ne le serai certainement jamais, donc je ne parle pas du même point de vue que les éminents ambassadeurs qui m'ont précédé, mais bien évidemment, je fais de la coopération éducative, universitaire et scientifique également avec cette zone des Caraïbes, principalement avec Haïti, beaucoup, Cuba, la République dominicaine et un petit peu avant avec l'Université des Indes occidentales des West Indies qui couvre la partie anglophone. Je voulais aussi remettre un peu les choses dans certaines perspectives. Bon, vous connaissez bien la France, pour des tas de raisons, on a d'autres héritages, d'autres contraintes administratives, etc. C'est un pays bien plus grand que la plupart des pays auxquels nous avons affaire dans la zone Caraïbe et Amérique centrale. Pour vous donner un ordre de grandeur, de comparaison, nous scolarisons dans l'enseignement de l'école primaire jusqu'au lycée 12 millions d'élèves, même un peu plus, et dans le supérieur, on l'a dit hier, 2,5 millions dans l'université, plus les grandes écoles, etc. Et on a à peu près 1 million de fonctionnaires qui travaillent pour la maison éducation en France, qui est le premier budget et le premier employeur. Donc effectivement, il y a des différences. Mais il y a beaucoup de sujets qui nous préoccupent. De la même façon qu'il vous préoccupe, et ce que j'entends ici est aussi très constructif parce que c'est un échange, et moi je prends aussi beaucoup de tout ce que j'entends ici sur les préoccupations sociales, du rôle aussi que doit jouer l'enseignement supérieur dans nos sociétés, et toutes ces questions aussi, par exemple, de l'insertion professionnelle, qui est quelque chose auquel on s'attache de plus en plus aussi en France, parce que pendant des années, on a formé beaucoup d'étudiants, mais on ne s'est pas toujours préoccupé, effectivement, de leur arrivée sur le marché du travail, de leur employabilité, et ce sont effectivement des choses à prendre en compte, et effectivement, tout ce que vous dites aussi sur les défis mondiaux, l'environnement, par exemple, les périodes, évidemment, de crise que nous traversons très fortement en Europe maintenant, avec à la fois les problèmes économiques et les problèmes que vous connaissez de terrorisme ou de valeurs citoyennes aussi à développer. Et là aussi, il y a un grand rôle éthique, effectivement, de nos établissements d'enseignement supérieur à approfondir et structurer. Donc, les relations avec la République dominicaine, je vais faire un peu comme nos ambassadeurs, vous donner un peu le paysage rapidement du dispositif que nous avons en République dominicaine. Notre coopération française donc repose sur un dispositif qui, outre les services de l'ambassade, bien évidemment, comprend 5 alliances françaises, un lycée dans la capitale, à Santo Domingo, une école à Las Terrenas, un espace Campus France et un bureau de l'Agence française pour le développement, l'AFD. J'y reviendrai parce que c'est un acteur très très important pour ce pays.
Alors, les priorités par rapport à ce dispositif, évidemment, concernent l'aspect linguistique avec la promotion, bien sûr, de la langue française et de la francophonie. La République dominicaine partage avec le Costa Rica le fait d'avoir le français comme langue obligatoire dans les écoles. Il y a à peu près 4300 étudiants dans les 5 alliances du pays. Et on fait aussi la formation continue donc, de professeurs de français, 450. Et il y a des programmes même de formation et d'enseignement à distance. Il y a un master de FLE, par exemple, qui s'est ouvert en septembre 2015 avec notre Université des Antilles, dont nous avons parlé. Donc c'est la même zone qui permet effectivement cette formation continue des enseignants de français. Alors, en dehors de ce contexte purement français, le contexte dominicain, la coopération est là évidemment pour essayer de répondre autant que possible. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours le faire, mais d'appuyer, d'aller dans le sens de certaines demandes et de réformes que les gouvernements des pays amis et partenaires veulent mettre en place. Alors effectivement, ces questions de budget, de pourcentage de PIB dévolu à l'enseignement supérieur, quasiment dans tous les pays, nous qui sommes dans ce domaine-là, nous aimerions bien les voir doubler, être toujours plus important, mais effectivement, il faut petit à petit aller vers des budgets qui soient plus conséquents pour les établissements et les dispositifs d'enseignement supérieur. Il y a aussi le fait que la question que se posent les autorités dominicaines, nous l'avons vu avec l'ancienne ministre et la nouvelle ministre, c'est la qualité de l'enseignement supérieur et effectivement comment améliorer cette qualité à travers plusieurs voies que nous allons discuter. Il y a aussi un rôle tout à fait particulier de la République dominicaine sur lequel je reviendrai en conclusion, c'est son rôle dans ce processus UE-CELAC, puisque comme vous le savez, la République dominicaine a eu la présidence pro tempore du CELAC récemment et a organisé donc un premier séminaire préparatoire du prochain sommet académique. Et il se trouve que l'ex-président Lionel Fernandez est aussi le président maintenant de la Fondation Union européenne, Amérique latine, Caraïbes, qui siège à Hambourg en Allemagne. Alors, sur la question des mobilités, d'abord, le stock d'étudiants dominicains, d'après les dernières statistiques que j'ai pu avoir avant de partir de France, nous avons à peu près 126 étudiants dominicains dans les universités françaises, je ne parle que des universités, et qui sont répartis de la façon suivante, à peu près une quarantaine en licence, 80 en master et seulement 6 en doctorat. Et là, vous avez le même problème qui a souvent été évoqué ici, c'est la question du corps professoral de l'enseignement supérieur qui doit aller évidemment vers plus de docteurs, plus d'enseignants-chercheurs, et donc il faut pousser évidemment tous les enseignants qui ont déjà le niveau master à aller vers des doctorats. Ce n'est pas facile, mais il faut évidemment développer cet axe-là. Alors il y a en plus évidemment les étudiants qui sont dans nos écoles hors université, les écoles d'ingénieurs notamment. J'y reviendrai, il y a le programme qu'on a cité avec les INSA, l'INSA de Rouen, dont le représentant est avec nous, Eduardo, et qui fait qu'on a à peu près en moyenne chaque année 170 étudiants dominicains dans les établissements d'enseignement supérieur français. Alors il y a eu plusieurs dispositifs ces dernières années qui ont concouru à la structuration de notre coopération française avec la République dominicaine. Il y a un outil qui s'appelle le Fonds de solidarité prioritaire, le FSP, qui est un outil qui est plutôt, qui est un outil français. Ce sont des fonds du gouvernement français qui sont administrés plutôt par notre ministère des Affaires étrangères et qui peut permettre, lorsqu'il y a un FSP éducation, de développer un certain nombre d'actions. Donc, ce FSP qui a été en œuvre de 2012 jusqu'en 2016, jusqu'à cette année, a permis notamment plusieurs créations de programmes entre la France et la République dominicaine. Alors le premier programme est celui des ingénieurs dont on a parlé, qui s'appelle Calliope, donc dans le cadre d'un consortium public-privé avec l'Université autonome de Saint-Domingue, l'Institut national de technologie et le réseau des INSA que je citais. Donc, ce programme qui avait été créé donc, à la demande du ministère de la Science et de la Technologie de République dominicaine et qui vise donc la création de masters dans les domaines qui avaient été évoqués de génie mécanique et de chimie.
Il y a eu d'autres actions dans le cadre de ce fonds de solidarité prioritaire, de ce FSP, donc des créations de masters aussi en e-commerce avec l'Université de Picardie et l'Institut supérieur agricole, et puis la création d'un master à distance en FLE que j'évoquais en français langue étrangère, donc avec l'Université des Antilles, qui a été lancé en septembre 2004. Et il y a d'autres programmes encore de partenariat public-privé dans le domaine de l'eau, que nous avons souvent évoqué, de l'assainissement et de l'environnement, entre l'Institut national de technologie de Saint-Domingue, l'INTEC, et puis l'Université des Antilles également, et puis un projet de double master sur l'analyse de données géographiques, donc de ce qu'on appelle de la géomatique, entre l'Université autonome de Saint-Domingue et l'École nationale des sciences géographiques en France et l'Université de Paris-Est. Un autre outil que j'ai cité qui est important, c'est la présence de l'Agence française de développement. Cette agence est une agence surtout de prêts à des taux, alors différentes formules de prêts, mais à des taux évidemment très intéressants pour les pays qui peuvent y avoir recours. Il y a une filiale de l'AFD qui s'appelle Proparco et qui a pu donc avec la République dominicaine octroyer plusieurs prêts. Alors l'une à l'université pontificale qui avait été citée pour un montant de 20 millions d'euros sur la période 2003-2013. Ensuite, il y a eu un autre prêt, il y a eu plusieurs autres prêts. En 2014, il y a eu un prêt de 10 millions de dollars qui a été encore accordé sur 15 ans. Et puis, il y a à l'étude un programme, un nouveau prêt de 30 millions de dollars en faveur donc d'un autre établissement privé dominicain qui s'appelle l'UNAPEC. Et donc, il y a cette possibilité de développer donc, des programmes, là aussi, d'enseignement supérieur entre les deux pays grâce à ces financements, et notamment pour financer des bourses pour les voyages des étudiants. Nous avons des coopérations universitaires dans le cadre du programme régional Préfalc que nous avons déjà cité, qui sont d'ailleurs partagés pour certains avec d'autres pays de la zone. Alors Préfalc est un bébé, entre guillemets, de mon ministère. C'est un des chefs précédents qui l'avait créé. J'ai repris le flambeau, donc nous continuons avec les postes à l'alimenter. Et il a ce côté intéressant, effectivement, de réunir aussi différents pays avec une université française ou un réseau d'universités françaises. Et donc, il y a par exemple, on a cité le projet sur le tourisme et avec l'université de Versailles-Saint-Quentin, et il y a également l'UNAPEC de la République dominicaine qui est dans ce dispositif. Alors, je vous donne une information qui est plutôt sur les fonds européens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un aspect qu'il faut explorer et exploiter. Et justement, il y a une initiative intéressante pour la République dominicaine qui va obtenir donc de la part de l'Union européenne un prêt de 16 millions d'euros qui viendra donc épauler, aider 3 institutions dominicaines, le ministère de la Science et de la Technologie, le MESIT, le ministère de l'Éducation et l'Institut de formation technique et professionnelle, l'INFOTEP, pour 3 axes principaux. Donc, d'une part, produire un cadre national des qualifications, nous en avons parlé hier, c'est donc aussi une préoccupation qui est partagée, améliorer l'offre éducative et l'employabilité des personnes formées, et puis stimuler aussi les liens entre le secteur éducatif et le secteur production, de l'entrepreneuriat. Et la ministre a fait savoir donc aux différents représentants des ambassades européennes et à l'ambassadeur de l'Union européenne qu'elle voulait axer ces actions sur les questions effectivement de qualité de l'enseignement supérieur, de la compétitivité et de l'implication de ce secteur privé. Donc, parce que c'est un tout, là aussi, ça marche ensemble, c'est-à-dire qu'une meilleure qualité évaluée, assurée, dans les formations, sert bien évidemment aussi au progrès des développements économiques. Et donc,
pour trouver cette amélioration de la qualité, il y a les questions effectivement d'évaluation et d'accréditation des systèmes, des établissements, des filières dont nous avons parlé. Donc là, il y a déjà un travail qui a été fait, mais le ministère dominicain attend encore de l'aide de la part de l'Europe sur ces questions d'accréditation et d'évaluation, donc l'assistance technique de la part d'agences qui savent le faire dans les pays européens. La montée en gamme de l'enseignement supérieur dominicain exige, je l'ai dit, des professeurs de plus haut niveau et donc une augmentation du nombre des docteurs enseignants dans les universités. Donc ça aussi, ça améliore évidemment la qualité. Nous partons du principe qu'une grande université a nécessairement des composantes recherche importantes. C'est la publication, c'est la production scientifique qui fait que ça entraîne les étudiants vers cette recherche qui est indispensable donc au rayonnement de ces universités. Et puis certaines des actions qui avaient eu lieu en bilatéral, notamment dans ce programme Calliope que je citais, la ministre dominicaine a trouvé qu'il y avait une base intéressante pour que ce soit dupliqué ou modélisé ou ouverte à de plus larges publics, par exemple en génie chimique, au niveau des Master 1. Donc ces mises à niveau scientifiques par rapport aux exigences sont des bonnes entrées aussi pour améliorer la qualité. Alors bien sûr, le renforcement lien entreprise pour améliorer la productivité du pays et des programmes de bourse. Alors je vais clore un peu sur cet aspect, c'est que nous travaillons avec beaucoup de pays latino-américains, à la fois de Caraïbes et d'Amérique latine, sur des programmes de bourse qui peuvent être alors entièrement pris en charge par les autorités locales et qui nous demandent simplement d'accueillir dans un certain nombre de domaines les boursiers de leur gouvernement. Comme on l'a dit hier, en fait, la France ne peut pas financer des bourses de vie. Elle peut accompagner quelquefois en mettant des bourses, ce qu'on appelle de couverture sociale, pour payer un certain nombre de frais des étudiants étrangers qui viennent en France, mais nous offrons la formation, comme on vous l'a dit. Un étudiant, selon les spécialités, coûte entre 10 000 à 15 000 euros par an aux contribuables français, qu'ils soient français ou étrangers, et donc c'est la contribution que le gouvernement et le système d'enseignement supérieur et de recherche français met à disposition de ses partenaires. On a essayé, je ne vais pas cacher la réalité, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi le contribuable français paye-t-il pour des étudiants étrangers? Parce qu'après tout, l'étudiant étranger, il a vocation à retourner dans son pays pour développer justement son pays une fois qu'il a acquis des connaissances et des compétences. Et nous avons toujours fait le pari que nous voulions, à travers ces formations, avoir des liens forts, avoir des ambassadeurs après qui parlent notre langue, qui connaissent notre culture, qui connaissent notre tissu et notre méthodologie, qui connaissent nos entreprises, et une fois qu'ils reviennent dans leur pays, qu'ils sont à des postes de décision, et le réflexe évidemment de se tourner peut-être plus vers la France qu'ils connaîtront bien que vers d'autres pays. C'est effectivement un des effets attendus. On part aussi du principe, et les étudiants français eux-mêmes, nous avions hier, je crois, je ne sais pas s'ils sont là, des représentants, je crois, des associations des étudiants de la zone. Nous avons aussi des syndicats d'étudiants en France, et à chaque fois qu'on a essayé de soulever la question, mais faudrait-il faire payer les étudiants étrangers, les étudiants français étaient les premiers à défendre leurs camarades venant d'autres pays pour dire qu'il n'y avait pas de raison qu'on fasse payer des étudiants étrangers. Et donc nous sommes toujours restés sur cette position que, effectivement, nous traitions les étudiants en mobilité internationale de la même façon que les étudiants nationaux. Voilà donc assez ramassé tout ce que je pouvais vous dire. Il y a des choses qui pourraient évidemment être données. J'ai plein de chiffres dans le détail, mais je crois que le panorama est assez parlant de cette façon-là, et je vous remercie.